La matière. En chimie, on s'amuse, enfin on travaille en classant la matière. Alors la deux premières catégories qu'on peut faire avec la matière, c'est classer cette matière en corps pur, donc tout ce qui est pur, avec une seule chose, et en mélange. Alors la plupart des mélanges qu'on va étudier en chimie sera souvent des mélanges homogènes, qui sont souvent des solutions, donc avec un soluté dans un solvant. Il existe aussi des mélanges hétérogènes, et là toute la chimie va souvent être de réaliser des opérations de séparation, qui peuvent être des filtrations, des centrifugations, toutes sortes de séparations. Et pareil pour les solutions, donc les solutions homogènes, on peut aussi faire des distillations ou des précipitations. On peut aussi essayer de séparer les différents composants des mélanges. Alors, les corps purs, par contre, on va les étudier tels quels. Alors, il y a deux grandes catégories de corps purs, les corps purs qu'on appelle les corps purs simples et les corps purs composés. Donc, les corps purs simples sont ce qu'on appelle les éléments, les formes élémentaires de la matière. Ce sont des molécules pures qui contiennent un seul type d'atome. Alors, ces corps purs simples peuvent être monoatomiques ou polyatomiques. Donc, les monoatomiques vont souvent être les gaz rares. Eux sont toujours sous forme monoatomique. Ils sont des gaz qui se baladent seuls dans l'atmosphère. Le néon, l'argon, le krypton, le xénon, etc. Alors, il y a aussi les métaux dont la formule est écrite sous forme monoatomique. Le sodium, Na, le calcium, Ca, l'aluminium, Al. Mais en fait, même si on les écrit sous forme monoatomique, ils sont en fait nombreux. Donc par exemple l'aluminium, une barre d'aluminium, une plaque d'aluminium, une latte d'aluminium, une casserole. Dans les métaux, même si on écrit un seul atome, il y a des millions d'atomes et tous ces atomes sont en fait sous leur forme stable. Alors les métaux sont des atomes qui ont tendance à vider leur couche, donc à faire des ions. Pour l'aluminium, ce sera des ions 3+. Alors pourquoi est-ce que la formule du métal aluminium est juste Al et pas Al3+? C'est parce que dans le matériau métallique, il y a les électrons. Donc les électrons, ici je dois en faire 3 plus 3 plus 3, 5 fois 3, 15. Donc on en fait une quinzaine, hops. Et ces électrons sont tout à fait libres, ils se baladent dans les matériaux. Et ça, c'est ce qu'on appelle la liaison métallique. Donc dans la latte d'aluminium, il y a des ions Al avec des électrons libres capables de conduire le courant. Alors, donc ces liaisons métalliques sont représentées ici avec les électrons libres qui se baladent. D'autres corps purs simples monoatomiques, c'est certains non-métaux, sont aussi écrits sous forme monoatomique, le carbone, le silicium, le bore. Et là, en fait, c'est un peu différent des métaux. Ils ne vont pas faire des liaisons qu'on appelle des liaisons métalliques avec les électrons libres, mais ils vont former aussi des grandes entités, donc le silicium dans les panneaux solaires, le bore, je ne sais pas trop, et le carbone dans les mines de crayon ou dans le diamant. Alors, je vais représenter le carbone. Alors, le carbone, il fait des liaisons covalentes. Alors, si je représente le graphite, ce sont des carbones liés à des carbones, liés à des carbones, liés à des carbones, liés à des carbones, sous forme plane, qu'on peut déposer sur une feuille de papier pour faire des traits noirs, plus ou moins gras, selon la qualité de vos crayons. Et donc, on a comme ça des hexagones. Alors, ceux qui sont les plus chimistes, les plus attentifs, auront remarqué que le carbone, ici, n'a pas ces 4 liaisons. Donc, le carbone a une valence 4 et doit faire 4 liaisons. Et en fait, dans le graphite, il y a un carbone sur 2 qui fait une double liaison. Et ce qui est merveilleux avec le graphite, c'est que c'est un non-métal conducteur. C'est assez rare d'avoir des non-métaux conducteurs. Alors qu'est-ce qui se passe pour que le graphite puisse conduire le courant? Il n'y a pas d'électrons libres qui peuvent se déplacer dans le matériau ici, mais dans les doubles liaisons, il y a des électrons dans ces liaisons covalentes, et ces doubles liaisons, on voit, peuvent se déplacer. Donc si on commence à mettre une borne positive ici, une borne négative ici, les électrons vont être repoussés et passer de double liaison. Vous voyez, ça avance comme ça. Et donc ces doubles liaisons peuvent passer entre d'autres carbones, etc. Et puis continuer à avancer comme ça. Donc le graphite est un très bon conducteur de l'électricité. Alors, on va reprendre ça en plus petit. Donc, le graphite, c'est une des formes du corps pur simple monoatomique carbone,
c'est monoatomique uniquement dans la formule. Et donc le diamant est une autre forme du carbone qui est, alors dans ce cas-là, des carbones uniquement avec des simples liaisons dans le tétraèdre, et donc c'est très solide. Donc le graphite et le diamant sont deux formes élémentaires du carbone, où il est seul en fait. C'est ça que veut dire le mot élémentaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs atomes. Alors pour les corps purs simples, toujours polyatomiques, donc des molécules. Donc on va les appeler aussi moléculaires. Donc ceux qui vont faire comme ça des molécules indépendantes les unes des autres, ça va être les non-métaux. Alors les non-métaux comme l'hydrogène va faire une molécule covalente, on va appeler ça le dihydrogène. Le chlore va aussi faire une seule liaison, et donc ça va être le dichlore avec une simple liaison. L'oxygène va aussi faire une double liaison entre deux oxygènes ici. Enfin voilà, donc chaque fois les atomes vont relier leurs électrons célibataires. Donc le chlore fait une simple liaison, l'oxygène qui lui a 2 électrons célibataires doit faire une double liaison, l'azote qui a 3 électrons célibataires lui doit faire une triple liaison. Donc c'est ceci dans les molécules covalentes qu'on retrouve. Donc le diazote, le dioxygène, le dichlore et le dihydrogène sont des molécules covalentes. Il y a un petit peu plus compliqué, il y a l'octosoufre et le tétraphosphore. Donc ça, c'est pas étudié par cœur. À l'arrière du tableau périodique, vous avez la liste des formes élémentaires. Et donc ces deux molécules particulières sont précisées là. Alors, j'ai appuyé trop vite sur les flèches. Donc ça, c'était les corps purs simples. Donc ici, dedans, vous n'avez que des molécules ou des atomes seuls. Alors, quand on passe aux corps purs composés, ce sont des molécules qui possèdent des atomes différents. Donc, 2 sortes d'atomes au minimum. Alors là, on les classe en 2 grandes catégories. Les corps purs composés organiques, qui vont contenir du carbone. Donc les organes, c'est de la biologie, de la biochimie. Il va y avoir du carbone dans ces molécules qu'on placera dans cette catégorie-là. Sauf les oxydes du carbone, donc le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone, ou les carbonates, comme le calcaire, CaCO3, eux vont être considérés comme minéraux. Donc les corps purs minéraux ne vont jamais contenir de carbone, sauf les oxydes et les carbonates, qui sont des minéraux et qui ne font pas partie des organiques. Alors, dans les molécules organiques, on retrouve, j'aimerais bien les voir, voilà, plusieurs millions de molécules. Vraiment, on en enregistre chaque fois sur Internet. Il y a le CAS, le Chemical Abstracts, je ne sais pas quoi, dictionnaire, où on peut additionner de nouvelles molécules quand on en synthétise. Et ça arrive vraiment tous les jours. Alors, les plus simples des molécules organiques vont être les alcanes. Donc, je vous rappelle, le carbone, qu'on a déjà vu dans les corps purs simples ici, fait 4 liaisons. Alors, la molécule la plus simple qu'on peut faire avec du carbone, c'est le méthane, CH4. Si vous commencez à lier 2 carbones, vous allez avoir CH3, CH3, puisque chaque carbone doit faire 4 liaisons. Ça, c'est l'éthane. Si vous commencez à mettre 3 carbones en ligne, vous avez le propane, CH3, CH2, CH3, et ainsi de suite, butane, pentane, hexane, etc. Donc, vous avez toute une série d'alcanes. Il y en a, les 3 premiers sont mis ici. Et donc, vous imaginez tout de suite la complexité des molécules. Vous pouvez commencer à mettre des carbones par ici. Vous pouvez mettre des carbones, plusieurs carbones. Sur chaque carbone, encore des autres carbones. Donc, vous pouvez faire des squelettes super compliqués. Et donc, c'est de là que viennent toute la variété des molécules organiques. Le squelette de carbone peut vraiment être même parfois cyclique. On va trouver beaucoup de choses. Alors, ça, ce sont des molécules qu'on appelle les hydrocarbures, carbone et hydrogène. Et dès que vous y ajoutez des hétéroatomes, alors quels sont les hétéroatomes qu'on ajoute sur les molécules organiques, sur le squelette carboné? Ça va être de l'oxygène, donc seul ou par 2, ou seul, beaucoup d'oxygène dans les molécules organiques. Et vous allez parfois aussi avoir de l'azote. Alors, on reprend. Les alcanes sont les hydrocarbures les plus simples. Dès que vous avez une fonction OH, vous formez ce qu'on appelle les alcools. Alors ici, je vous ai mis la formule de l'éthanol, donc à connaître pour la culture générale, CH3, CH2OH. Et vous reprenez le même eth-ane que dans les 2 carbones ici, donc c'est vraiment la même chose. Alors, les alcools ont la fonction OH. Les acides, eux, ont la fonction COOH. Alors, si on écrit ça, OH sur un carbone, hein, ça c'est l'éthanol. 2 carbones qui portent OH. Oups, c'est pas très joli. Donc le COOH, voici ce qu'est un COOH. Donc ça c'est la fonction acide. Donc si vous n'avez qu'un H, c'est l'acide formique.
Si à la place du H, vous mettez un carbone, c'est l'acide acétique, celui du vinaigre. L'acide formique étant celui qui des fourmis ou des orties, qui piquent. Voilà, alors, donc on peut aussi avoir l'acide propanoïque, l'acide butanoïque, il y a plein d'autres acides, mais les deux à connaître par cœur, c'est l'acide formique et l'acide acétique. Et COOH, il faut vraiment visualiser cette fonction écrite de cette façon-là. Alors les cétones, donc l'acétone que vous retrouvez dans les dissolvants, elles n'ont pas le COOH, mais juste le CO. Donc ça, c'est l'acétone, celle qui donne l'odeur caractéristique au dissolvant. Après, vous avez les aldéhydes, c'est la même chose que les cétones, mais en bordure de molécules. Donc COH, et si vous mettez un deuxième H pour terminer les 4 liaisons, vous avez le fameux formaldéhyde qu'on étudie quand on voit la géométrie triangulaire. Donc normalement, j'aurais dû faire des angles à 120 degrés pour avoir la géométrie triangulaire. Donc ça, ce sont des molécules organiques qu'on rencontre au laboratoire ou dans la vie de tous les jours. Hein. Formaldéhyde, il est un solvant dans les peintures, un tératogène, donc faire attention, ça provoque des malformations du nouveau-né. Donc les femmes enceintes ne peuvent pas respirer des solvants de certaines peintures. L'acétone dans les dissolvants, les acides dans le vinaigre qu'on mange ou qu'on se fait piquer. Alors après, à côté de toutes ces molécules organiques, comment dire, pas de synthèse, mais plutôt de laboratoire, on a toutes les molécules organiques biologiques, donc les sucres, les protéines, l'acide nucléique, donc toutes les molécules organiques sont faites à partir de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Donc les sucres le plus commun que vous devez connaître par cœur, c'est le glucose, C6H12O6, mais le galactose, le fructose ont la même formule, C6H12O6, et on le représente sous forme d'un hexagone. Et en fait, le sucre, c'est un polyalcool, donc il y a des OH sur chacun. C'est un hydrate de carbone, il y a OH et H sur chacun des carbones. Voilà. Donc chaque carbone, il y a un oxygène ici. Il est à peu près fini, mais voilà, peut-être que tous ne sont pas là. Alors les acides aminés vont à la fois avoir la fonction acide, un carbone central, et la fonction amine. Alors amine, ça vient d'ammonium, ammoniac, c'est NH2 ici. Donc vous retrouvez quelque chose qui ressemble à NH4+, ou à NH3. Et le carbone central, lui, va varier. Donc la glycine, c'est le plus simple, il y a un C. Dès que vous avez l'alanine, c'est CH3. Le tryptophane, vous mettez ici un benzène, etc. Et donc les molécules organiques comprennent toutes les molécules biochimiques. Alors je n'ai pas dessiné les alcènes, je n'ai pas dessiné les huiles, mais elles font partie de ces catégories-là aussi. Et il y en a encore bien d'autres, tous les médicaments, les hormones, etc. Et donc on peut y aller loin si on veut tout détailler. On va rentrer dans la chimie minérale, donc, qui occupe beaucoup de temps en humanité. Donc on fait un peu d'organique, mais vraiment beaucoup plus de chimie minérale. Alors ça contiendra des molécules qui ont des atomes différents et qui ne contiendront pas de carbone. Alors qu'est-ce qu'on retrouve dans ces molécules organiques? On retrouve tout d'abord les sels. Les sels, on en a déjà parlé dans les vidéos sur les métaux et les non-métaux, donc c'est ce qui contient à la fois un métal et un non-métal. Donc NaCl est le premier de ces sels, et là-dedans il y a en fait du Na+, et du Cl-. Donc le Na, première colonne, 1 électron dans la dernière couche, le Cl, 7e colonne, 7 électrons dans la dernière couche, le sodium n'a qu'une seule envie, c'est vider sa couche, et le chlore n'a qu'une seule envie, c'est compléter sa couche. Donc que vont-ils faire? Un don d'électrons, et le chlore se retrouve avec une charge négative supplémentaire, et le sodium avec une charge positive, vu que son électron est parti compléter la couche du chlore. Et donc dans le NaCl, vous avez en fait du Na+, à côté de Cl-, à côté de Na+, à côté de Cl-, etc. Et ceci pendant des couches entières. Et donc quand on vous donne une molécule NaCl avec un Na et un Cl, c'est une moyenne de la molécule. Comme dans le carbone du graphite, on vous met un seul carbone, malgré que ce serait des millions de milliards. Et donc le NaCl, c'est juste parce qu'il y a un Na+, pour un Cl- en moyenne. Alors les autres vont, selon les valences, avoir des formules qui ne seront pas 1 pour 1. Hein. Donc par exemple, Na2S, c'est le AlBr3, donc il faut 2 Na+, pour contenter un S-. Donc les valences 2 et 1, c'est aussi une neutralisation des charges. L'aluminium 3+, il lui faut 3 Br-, donc on croise les valences pour retrouver les formules des sels. Ok, alors les sels binaires et les sels ternaires. Donc dans les sels ternaires, on a des groupements NO3- collés à Na+, ou les groupements SO4- collés à 2K+.
K+, et K+, PO4-, il est collé à 3 Ca++, et donc on a des molécules beaucoup plus complexes dans leur structure ionique, mais qui forment aussi des sels solides, donc des cristaux, parfois très jolis, avec des formes particulières. Alors, en plus des sels binaires et des sels ternaires, il y a les sels quaternaires, dont le groupement n'est pas un simple anion oxydé, mais un hydrogéno. Donc vous avez ici en fait deux parties de molécules, Na+, et HCO3-, et K+, et H2PO4-. Donc ce sont des groupements covalents au même titre que NO3-, HCO3- est un groupement covalent qui est à connaître en nomenclature, un hydrogénocarbonate de sodium, dihydrogénophosphate de potassium, et celui-ci est aussi appelé le bicarbonate, et si vous regardez les compositions des eaux minérales, vous trouverez ce bicarbonate, cet HCO3-, hydrogénocarbonate sur les étiquettes. Alors, ensuite, après les sels, il y a les bases. Alors, c'est quoi les bases? Il y a deux catégories de bases. Il y a d'abord les hydroxydes qui seront des bases et l'ammoniac aussi. Donc, tout d'abord, les hydroxydes. Alors, la formule générale des hydroxydes, c'est MOH. Ce sont aussi des composés ioniques. Dès qu'il y a un métal, c'est Na+, et OH-, Mg++, et 2 OH-, etc. Et on les sépare des sels parce qu'ils ont une particularité, ils sont basiques. Alors, si on veut continuer à dessiner les liaisons, Na, O et H. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette molécule d'hydroxyde de sodium? Il y a un métal qui a donné son électron, qui a vidé sa couche, un oxygène qui a récupéré cet électron et est devenu négatif. Il y a un oxygène et un hydrogène qui ont fait une liaison covalente parce qu'ils ont tous les deux envie de garder les électrons, mais l'oxygène est plus électronégatif et donc a une charge partielle négative et l'hydrogène a une charge partielle positive. Donc on se retrouve avec un OH- et un Na+, et donc la molécule d'hydroxyde de sodium a la même tête qu'un cristal de sel, sera aussi un solide cristallin d'une belle forme géométrique contenant des Na+, et des OH-, molécules ioniques également. Alors, après les hydroxydes, il y a aussi les NH3, donc NaOH et ses liaisons. L'ammoniac, NH3. Donc c'est aussi quelque chose qui fait partie des bases. Et donc NH3, lui, a un atome d'azote lié à 3 hydrogènes, qui fait aussi une molécule covalente avec des liaisons covalentes polarisées. Et donc les H ont une charge partielle positive et le N a une charge partielle négative parce qu'il est plus électronégatif et donc attire les électrons liés à lui. Alors les acides, c'est différent des sels et des bases qui sont des composés ioniques. Les acides sont des molécules covalentes. Donc dans les acides, vous allez trouver H et un non-métal, donc HCl, H2S, etc. Et donc là-dedans, vous avez vraiment une molécule covalente, l'hydrogène et le chlore. Personne ne veut vider sa couche, il n'y a pas de métal là-dedans. Donc il y a une mise en commun des électrons, une liaison covalente avec un atome plus électronégatif que l'autre, le chlore, mais c'est quand même une molécule covalente. Ici, il n'y a pas un ion plus accroché par des interactions électrostatiques à un ion négatif. Non, ici, c'est vraiment une molécule où les électrons tournent autour des deux. Elles sont vraiment accrochées. D'ailleurs, c'est un gaz, ce n'est pas du tout un solide, c'est un gaz dont les molécules sont bien indépendantes au même titre que Cl2 et O2. HCl est une molécule sous forme gazeuse. Donc il y a aussi des valences, hein. H2S peut donner un autre acide. Alors il y a aussi les acides ternaires. Acide ternaire, c'est HXO, comme HNO3, l'acide nitrique, l'acide sulfurique, l'acide phosphorique, les plus connus. Alors c'est quoi être un acide, c'est quoi être une base? Donc un acide, ils ont en commun les H et ils vont lâcher ce H+. Donc face à une autre molécule, ça peut être de l'eau, ça peut être une base en général, ils vont lâcher les H+, et donc ça va donner des équations comme ceci. Donc HCl face à de l'eau, il va lâcher son H, donc l'eau va prendre H+, et devenir H3 ou plus,
plus Cl-, donc ce qui reste de HCl quand H+ est parti, c'est Cl-. Donc c'est ça être un acide, c'est être capable de donner un H+ à une base. Alors les bases, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont faire l'inverse, les bases, elles arrachent un H+. Donc l'eau ici face à HCl est une base qui arrache H+ à l'acide qui le lâche. Alors l'ammoniac, c'est une base, alors qu'est-ce que ça peut faire? Ça c'est prendre un H+, donc ça arrache un H+. Donc l'eau est à la fois un acide et une base, et donc l'eau peut donner son H+. Donc l'eau c'est prendre H+ à un acide, et l'eau peut donner son H+ à une base. Donc c'est un peu complexe, ça fait partie de tout un grand chapitre de Réto à la fin. Et donc il faut vraiment faire attention. Donc les réactions acide-base, c'est un échange de H+. L'acide donne H+, la base prend H+, et certaines réactions sont complètes. Ici c'est une réaction complète entre un acide fort, et ici en fait c'est un équilibre, je me suis trompée. Et donc NH3 donne partiellement, enfin arrache partiellement un H+ à l'eau. C'est parce que ces deux bases, cette base et cet acide ici sont faibles. Ici nous avons un acide fort, donc il y a toute une théorie complexe qui va là-dessus. Mais en général, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que les acides ont des H et ont tendance à en lâcher et à rendre les solutions acides, plus ou moins acides. Et les bases ont tendance à arracher les H aux acides et donc à rendre les solutions basiques. Et ces deux catégories de nature chimique sont utiles. Donc ça permet de nettoyer, d'arracher, de décaper. Donc c'est des propriétés chimiques importantes. Alors à part les acides et les bases, il nous reste les oxydes et ce sont les derniers dans la catégorie, dans toute la classification. Donc les oxydes métalliques, Na2O, MgOl, du O3, etc. Donc tous les métaux avec des oxydes et les oxydes non métalliques après. Alors que se passe-t-il avec les oxydes métalliques? Si vous les mettez dans l'eau, donc les acides, ils donnent le H+, les bases, elles prennent les H+, et les oxydes métalliques, eux, ils vont former des hydroxydes. Ils vont former des H2. Et donc ici, les oxydes métalliques, on les appelle aussi les oxydes basiques, parce qu'ils forment des hydroxydes qui sont des bases. Après, les oxydes non métalliques, eux, on va en avoir vraiment beaucoup. Donc le monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, monoxyde de soufre, dioxyde de soufre, trioxyde de soufre. On a aussi les émitries, les émis. On a vraiment beaucoup d'oxydes pour chaque atome de non-métaux. Eux, si on les met dans l'eau, ils ne vont pas former des bases, ils vont former des acides. Donc par exemple le trioxyde de soufre, qui est un gaz émis, c'est un polluant qui va former de l'acide. Des pluies acides, en fait, cet acide va retomber sur Terre, ça c'est un gaz. Avec l'humidité de l'air, on fait des pluies acides. Et donc les oxydes non métalliques, eux, sont appelés des oxydes acides. Donc il y a les oxydes basiques et les oxydes acides. Alors il nous reste la toute dernière molécule dont on a déjà beaucoup parlé mais qu'on n'a pas encore classée, c'est l'eau. Alors l'eau, on ne sait pas vraiment la classer dans les différentes catégories parce que elle est à la fois, donc l'eau, elle est à la fois un oxyde non métallique, hémioxyde d'hydrogène, elle est à la fois un acide, elle est capable de lâcher un H et devenir OH-. Donc si elle lâche H+, elle est à la fois une base, parce qu'elle s'est arrachée H+, et devenir H3O+, si elle arrache H+, à je ne sais pas qui. Et donc cette eau, elle est à la fois un oxyde non métallique, elle est à la fois un acide et à la fois une base, et donc on ne la met nulle part et on lui donne une catégorie à elle-même.